Bonsoir. Voilà, pour commencer, je voulais insister sur le fait que l'observation du climat, c'est une activité, un centre d'intérêt qui est largement partagé et pas simplement par des spécialistes. C'est quelque chose qui peut intéresser tout un chacun. Il y a un grand nombre de météophiles dans la société, de gens qui s'intéressent autant qu'il fait. Et puis même dans le domaine, dans la communauté scientifique, je dirais, il y a une diversité de cette communauté scientifique dans ceux qui s'intéressent au climat, puisque aux côtés des physiciens de l'atmosphère, on peut trouver des historiens, des géographes, voire des personnes qui vont étudier le climat dans la littérature. Et c'est pour cette raison que le terme d'observation du climat, je pense, peut aussi se comprendre à la fois, certes, dans le sens d'observation météorologique, et donc d'observer le climat pour pouvoir le mesurer par un certain nombre de données, mais aussi l'observation du climat, c'est être témoin du climat à l'œuvre ou d'événements météorologiques particuliers. Pour ma part, donc, j'ai travaillé sur les tempêtes, et donc ce que je vais vous dire est fonction de ce que j'ai fait dans ce cadre. Et précisément, les tempêtes ont joué un rôle très important dans la volonté de mieux comprendre le climat. Donc pour cela, il fallait mieux l'observer, parce que les tempêtes représentaient donc un certain nombre de risques que l'on a voulu réduire ou carrément éviter. Donc, dans cette petite présentation, j'avais envisagé donc de vous présenter les choses de manière quasi chronologique pour montrer une sorte d'évolution dans l'observation du climat, pour voir dans un premier temps que pendant un certain temps, on avait certes des observations météorologiques telles que la mesure de la pression atmosphérique, par exemple, que l'on sait mesurer depuis assez longtemps. Mais disons que les hommes, dans leur ensemble, étaient un petit peu condamnés à observer les événements météorologiques lorsqu'ils se produisaient, voire au lendemain, a posteriori, donc, pour en constater les dégâts. Et c'est seulement progressivement qu'on a été en mesure de les anticiper, et ce, grâce justement à un travail d'observation du climat. Donc tout d'abord, des événements climatiques que l'on a observés a posteriori, ou disons alors qu'ils étaient à l'œuvre. Je m'appuie ici sur deux exemples des îles britanniques, puisque c'était notamment sur les îles britanniques que ce travail portait. Là, il s'agit donc d'une tempête qui a eu lieu au tout début du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, plus exactement dans le sud de la Grande-Bretagne, en Angleterre, et qui a donné lieu à une œuvre à la fois littéraire et journalistique que beaucoup de journalistes d'ailleurs considèrent comme une œuvre, un travail pionnier dans cette démarche journalistique, qui est donc le livre de Daniel Defoe qui s'intitule The Storm, et qui retrace donc à la manière d'un reportage, d'un numéro spécial suite à un événement majeur, les conséquences de la tempête, qui essaye à la fois de donner des témoignages de l'événement à l'œuvre, donc des observations via des témoignages, avec des gens qui vont pouvoir dire le vent faisait tel bruit, ou tel dégâts ont été occasionnés par la tempête. Et puis lui-même a été sur le terrain pour observer les conséquences de l'événement climatique. Et le texte que je vous ai indiqué ici en anglais, c'est le texte qu'il avait publié dans quelques gazettes de l'époque. C'est une annonce, en fait, un appel à témoins, où il dit clairement qu'il veut collecter un certain nombre de témoignages pour inscrire dans la durée et donc dans la mémoire du pays cet événement, pour simplement déjà s'en souvenir, mais peut-être aussi en tirer quelques leçons. Donc là, l'observation du climat, non pas anticipée, mais constatée au moment où l'événement climatique a lieu, et puis après qu'il soit passé. Même, ce qu'on peut ajouter aussi, pardon, oui, je voulais ajouter cela, même si c'est un travail plutôt littéraire et journalistique, il essaye de donner dedans, c'est d'ailleurs aussi de cette façon que les journalistes rendent compte des événements
météorologique aujourd'hui, hein. À la fois, ils essaient de présenter le phénomène physique qui s'est produit pour qu'on puisse comprendre d'un point de vue météorologique ce qui s'est passé, et puis ensuite s'intéresser aux conséquences pour les sociétés. Donc, puisque on s'intéresse aux observations météorologiques ce soir, je vous ai indiqué ici deux tableaux qu'il a publiés donc dans son récit de la tempête, où il tenait donc à montrer des mesures des mesures de ce qui s'était produit. Donc sur la gauche, vous avez un tableau des relevés de pression donc avant, pendant et après la tempête. Et puis sur la droite, une échelle du vent. Donc il a utilisé l'échelle du vent que les marins utilisaient déjà à l'époque. Et puis dans un souci de vulgarisation, d'une transmission du message plus efficace, il a traduit en quelque sorte ces termes, disons, familiers pour les marins, mais peut-être moins faciles à comprendre pour la population. Donc voilà, à la fois des mesures précises déjà à l'époque, puisque la pression c'est quelque chose qu'on sait mesurer déjà à cette époque, et puis donc avec des instruments, donc, tandis que le vent ici c'est plus une observation visuelle, et en fonction de ce que le vent produit, admettons sur la surface de la mer, on va considérer qu'on est à tel niveau dans l'échelle du vent. Et donc c'est une autre mesure, mais pas par un instrument, c'est une mesure visuelle. Autre événement donc qui, de la même façon, a pu être observé seulement, enfin n'a pas pu être anticipé en quelque sorte, c'est ça mon propos, qui concerne cette fois-ci l'Irlande. Et en fait, si j'ai choisi de vous parler de ces deux événements, c'est parce qu'ils ont eu un tel retentissement dans la population, et il y a eu un tel travail aussi de mise en mémoire de ces événements, qu'ils restent aujourd'hui parfaitement connus des Irlandais ou des Britanniques. Tandis que nous, avant les tempêtes de décembre 1999, notre mémoire, en tout cas on s'est aperçu à l'occasion des tempêtes de 1999 qu'on avait besoin de faire des recherches pour voir si vraiment on avait déjà connu de telles choses. Là c'est une tempête qui s'est produite donc un peu plus tard, dans la première moitié du 19e siècle, en mois de janvier 1839. Bon, d'ailleurs, décembre la première, janvier la deuxième, ce sont vraiment les 2 mois sur lesquels se concentrent ces événements climatiques. Et puis là encore, donc, alors sur la gauche, c'est la couverture d'un ouvrage qui a été rédigé en 1991 sur cet événement, qui montre que déjà longtemps, enfin plus d'un siècle après l'événement, il y a une réactivation de la mémoire de l'événement. Et puis l'auteur donc se fonde sur une série d'observations aussi, qui sont des témoignages de personnes qui ont vécu l'événement. Et tandis que sur la droite, vous avez une carte qui montre les relevés de pression, hein, les cartes, disons les cartes synoptiques, hein, qui permettent de représenter le champ de pression sur au-dessus de l'Europe, en ce qui nous concerne ici, n'était pas encore réalisé. Hein, mais on avait les mesures locales de ces données, et puis les auteurs de cet article-là ont ensuite cartographié ces données. Donc là, c'est une observation, une exploitation des données, mais a posteriori. Ensuite, donc, la naissance d'un nouvel outil de prévision. Donc, moi, je me suis vraiment fondé sur cette documentation-là, puisque la carte que vous voyez sur la droite, là, qui est une carte du champ de pression au-dessus de l'Europe, celle-ci, donc, elle date de 1863. D'autres avaient déjà été tracées avant, mais l'idée d'utiliser cet outil pour la prévision météorologique et d'accompagner quotidiennement le bulletin météorologique de cette carte, hein, date de cette période. Hein, et donc à partir de la fin de l'année 1864, on a pour chaque jour une carte comme celle-ci, et même un peu plus précise que celle-là, c'est la première, qui ont pu être réalisées par une innovation technologique qui est le télégraphe. Alors vous avez ici sur la gauche une image, donc c'est une photographie d'un extrait d'un tableau de données météorologiques
qui correspondent donc à l'ensemble des données qui étaient collectées localement sur l'ensemble du territoire, français et même européen. Et par le réseau télégraphique, ces données pouvaient être centralisées à l'Observatoire de Paris, et à partir de là, on pouvait tracer les cartes du champ de pression. Et ce qu'on voit là sur la carte, c'est que avec ce nouvel outil, la tempête devient visible. On a une photographie, on n'a pas le satellite à l'époque, mais avec la configuration du champ de pression et ces isobars donc, qui s'organisent de façon radioconcentrique, on peut localiser le minimum dépressionnaire. Et puis sur la carte, on va reporter aussi des données de vent, notamment la force du vent, un vent qui est constaté aussi et que l'on traduit sur la carte en fonction de l'échelle de Beaufort, donc qui date du début du 19e aussi. Voilà, progressivement, on a amélioré donc le tracé. On a franchi une étape complémentaire un petit peu plus tard. Juste avant de parler de cette diapositive précisément, je voulais préciser donc que pour Le Verrier, qui dirigeait l'Observatoire de Paris, il a pu réaliser ces cartes, accompagner ses bulletins de prévision de ces cartes, parce qu'il y a eu un réseau télégraphique qui a été mis en place. Ça coûtait énormément d'argent. Et pour convaincre le pouvoir politique de mettre les crédits nécessaires à la réalisation de ce réseau de télégraphe, il s'est appuyé sur un événement dramatique qui a une catastrophe en fait maritime en mer Noire à l'époque de la guerre de Crimée, et donc d'une tempête qui a causé un important naufrage. Et donc lui, il a eu l'idée d'étudier les données de pression des jours précédents à travers l'Europe, et il s'est rendu compte qu'on pouvait suivre cet événement, en fait, que cet événement venteux avait pu être constaté plus à l'ouest les jours précédents. Et donc c'est c'est dans le souci d'éviter, ou en tout cas de réduire le risque que pouvaient faire encourir de tels événements, qu'on a décidé de se doter d'un réseau de télégraphes permettant de centraliser des données, disons des mesures météorologiques locales, les centraliser et puis faire de la prévision avec ça. Ici, donc, c'était simplement pour dire qu'il y avait une étape qui était franchie encore dans la compréhension de ce qu'était véritablement une tempête, parce que même si on voyait la bourrasque venir, c'est surtout le terme de bourrasque qui est employé dans ces bulletins, on ne savait pas encore exactement très bien comment ça fonctionnait. Et c'est notamment autour de l'école norvégienne que les choses ont progressé à partir de l'observation de ces cartes. Donc cette carte, elle est tirée d'un ouvrage, d'un traité de météorologie donc d'un météorologue norvégien qui s'appelle Mohn, et qui, en observant ces cartes, a montré en fait comment s'organisait la circulation des vents autour de la dépression. Dans un troisième temps, donc, à mesure que les outils technologiques ont pu progresser, on a pu faire progresser la prévision. Je vais faire un grand bond en avant pour aller vite, puisque là c'est juste une introduction, mais à travers là aussi deux ou trois exemples, montrer que sur à la fin du XXe siècle, disons, on s'est servi de l'observation de l'événement à l'œuvre, de ses conséquences aussi, pour essayer d'en tirer un retour d'expérience et limiter ensuite les conséquences d'événements futurs. Pour le Royaume-Uni, donc, c'est surtout une tempête de la fin des années 80, c'est un ouragan donc, qui a eu lieu en 1987, qui a fortement frappé le sud de l'Angleterre et qui rappelle d'ailleurs, qui a fortement réactivé la mémoire de la tempête de 1703. Et si je vous parle de cette tempête, c'est parce que, à la suite de celle-ci, qui avait été particulièrement sous-estimée par les services de prévision météo, il y a notamment un présentateur de la météo, oui, sur la BBC, qui avait dit qu'il n'y avait pas de tempête à prévoir, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, et puis ça a été une catastrophe. Donc ce journaliste a vraiment eu, ensuite ça lui a collé à la peau. On a essayé d'en tirer donc les enseignements, et on a mis au service de la population des cartes de vigilance. Bon, moi, ce qui m'intéressait dans mon travail, c'est de voir que dans les îles britanniques, ces cartes de vigilance existent depuis un petit peu plus longtemps qu'en France, parce qu'on a vécu un ouragan très fort
avant les tempêtes de 99 que nous on a connues, mais aussi parce qu'il y a une habitude de ces événements qui se produisent plus fréquemment dans les îles britanniques qu'en France. Voilà. Et ces cartes de vigilance que l'on peut produire grâce à l'observation et à la prévision météorologique ont sans cesse été améliorées pour affiner à la fois le degré de dangerosité, le code couleur que vous reconnaissez, qui est le même que celui qui est adopté par Météo France. Et ici, vous voyez, donc, on donne une cartographie qui va au-delà des terres, c'est y compris en mer, et qui ne se calque pas du tout sur des limites administratives, contrairement aux cartes de vigilance françaises, qui elles sont calquées sur les départements. Or évidemment, les événements météo ne connaissent pas de frontières administratives. Donc en France, il y a eu aussi ce même processus d'un événement majeur et d'une catastrophe, disons, majeure liée à un événement météorologique. Donc ce sont les tempêtes des 26 et 27 décembre 1999. Après ces tempêtes, donc, on a mis en place des cartes de vigilance. Et puis je vous ai mis deux cartes ici, celle qui avait été produite lors de la tempête Xynthia en 2010, et puis celle-ci, donc c'est la tempête Joachim en 2011. Vous voyez qu'elles sont différentes. Alors, d'une part, celle consacrée à Xynthia, il y a du rouge dessus, hein, donc ça montre à la fois qu'on avait fait de gros progrès dans la prévision, et ça rejoint ce qu'a dit Cathy Clairbeau tout à l'heure. En l'espace d'une dizaine d'années, on a énormément progressé, et cette tempête, elle avait été annoncée plusieurs jours à l'avance, avec cette vigilance maximale qui était requise. Mais on s'était fondé sur ce qu'on avait pu observer comme danger en 99, c'est-à-dire la tempête, elle est dangereuse parce que les vents font voler des projectiles qui peuvent tuer, que ce soit des branches d'arbres, des tuiles, etc. Et donc la consigne, c'est rester calfeutré. En 2010, avec Xynthia, l'essentiel des morts sont des personnes qui ont respecté les consignes, qui sont restées calfeutrées chez elles, dans des maisons que les plans locaux d'urbanisme précisait comme devant être à 100 étages pour ressembler à des cabanes de pêcheurs et mieux s'inscrire dans le paysage local. Mais c'est précisément parce qu'on a donné ces consignes-là que des personnes se sont noyées. Et donc depuis, on a un nouveau retour d'expérience, puisque lorsque des tempêtes surviennent, on a ajouté la vigilance submersion. Voilà, donc c'est pas uniquement l'observation dont je vous ai parlé ce soir, mais à la fois les différentes étapes, le différent sens du terme d'observation du climat qu'on peut donner, et puis les conséquences en termes d'alerte des populations et de prévention et de réduction du risque.